Salut! Et bien bienvenue pour une nouvelle note de lecture qui sera consacrée cette fois-ci à Étienne Klein, Le facteur temps ne sonne jamais deux fois. Donc pour une présentation d'Étienne Klein, tu peux aller sur mes autres vidéos, que j'apprécie énormément, très belles conférences, des superbes livres. Et donc du coup, ce livre-là, donc Le facteur temps ne sonne jamais deux fois, c'est un peu la suite d'un premier livre qu'il avait fait qui s'appelle Les tactiques de Chronos. Et donc du coup, au début de l'ouvrage, il se demande, tiens, justement, est-ce qu'il a tout dit sur le temps? Et en fait, finalement, il n'a pas tout dit. Et donc du coup, par le biais de son titre, Le facteur temps ne sonne jamais deux fois, on va voir dans cet ouvrage le principe d'irréversibilité du temps, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un instant présent qui est passé, du coup, il est dans le passé, mais c'est fini, quoi, en gros, hein, donc il ne reviendra jamais. Donc du coup, on va voir des concepts comme l'entropie, la thermodynamique, plein de petits concepts comme ça, des concepts philosophiques, hein, ça reste de l'Étienne Klein, donc du coup, on a un mix philosophie, physique. Déjà, globalement, est-ce que c'est un ouvrage abordable? Je ne trouve pas. Je trouve qu'il est assez complexe comme livre. Ça se lit, hein, honnêtement, mais je pense qu'il faut quand même avoir un petit bagage de connaissances sur la physique pour pouvoir aborder un concept comme celui-ci, surtout que le temps, c'est quelque chose de très abstrait. Donc du coup, voilà. Pourquoi un livre sur le temps? Personnellement, c'est quelque chose que je trouve hyper intéressant. C'est un des... on le vit tous, le temps, mais quand tu as envie de le définir, quand tu as envie de l'expliquer, c'est là que ça devient complexe. T'as du mal, quoi, en gros. Hein. Tout le monde, dans sa façon de vivre, n'y pense pas forcément, puis après, derrière, au moment de passer à l'explication, c'est assez complexe. Donc, du coup, j'ai pris quelques notes sur cet ouvrage. Je vais essayer de faire un peu la chronologie hein, donc, de l'ouvrage. Donc, il est divisé en 3 parties. Déjà, on va parler... Étienne Klein, dans son livre, commence à essayer un petit peu de définir le temps, les problèmes qu'il peut y avoir dans cette explication du temps. Ensuite, on va aller un peu sur le problème de la flèche du temps, c'est-à-dire que dans les équations physiques qu'on peut avoir, par exemple de la mécanique, le temps n'apparaît pas forcément, et surtout derrière, il n'y a pas forcément un sens du temps. C'est-à-dire que dans la mécanique, c'est réversible, en gros. Et ce qui pose un problème, parce que dans le réel, il y a des phénomènes qui sont irréversibles, donc c'est pas normal. Et après, derrière, justement, la physique, dans notre troisième partie, la physique du 19e siècle, à l'épreuve de l'irréversibilité, et c'est là qu'on va aborder la thermodynamique, et cette fameuse deuxième loi de la thermodynamique, qui dit que, je crois que c'est la deuxième, si je dis pas de bêtises, la première c'est la loi de conservation de l'énergie, la deuxième ça va être l'entropie, donc c'est-à-dire qu'un système va tendre vers le désordre. Et donc du coup, il y aura de l'explication là-dessus sur cette petite chose. Donc du coup, Étienne Klein commence déjà par essayer d'expliquer le temps par le biais d'une métaphore. Et donc du coup, c'est la métaphore du fleuve. C'est-à-dire que le fleuve, il y a une sorte de contenant, voilà, où d'ailleurs, l'eau, elle va couler. Donc du coup, on peut imaginer que le temps, c'est un peu cette chose-là qui contient le fleuve, et puis après, l'eau qui coule, ça va être le temps qui entre guillemets qui passe, mais il y a bien un problème à dire le temps qui passe, parce que non, c'est pas le temps qui passe, c'est les choses qui sont à l'intérieur de lui qui passent à travers le temps. Il fait une petite analogie qui est sympa, c'est-à-dire que quand dans la manière d'observer le temps, tu peux le voir de deux manières, une manière objective et une manière subjective, c'est-à-dire que quand tu regardes un bateau qui coule, qui navigue sur un fleuve, toi qui là es en train d'observer, on va t'orienter dans ta manière de regarder la scène, c'est-à-dire que le principe de causalité fait que le bateau, par rapport au cours de l'eau, il va avancer, donc toi tu vas le regarder d'une certaine manière. Quand tu regardes une maison qui est immobile cette fois-ci, toi qui es immobile aussi, là cette fois-ci, personne ne te détermine dans ta manière d'observer la situation. C'est toi qui vas dire, c'est pas de gauche à droite, de haut en bas, je regarde les fenêtres, la porte et tout. Donc tu vois, il y a une manière d'observer le temps qui peut être déterminée ou pas. Donc il fait beaucoup référence à Emmanuel Kant dans l'ouvrage. Donc du coup, je pense que ça demande un petit peu de temps, d'appréhender le sujet, parce que c'est pas forcément très facile. Donc il fait beaucoup référence à la critique de la raison pure. C'est là-dedans qu'il y a justement cette fameuse métaphore du fleuve avec la causalité objective. Ouais, il le dit comme ça de mémoire. Il y a un autre problème de temps qui soulève Étienne Klein, qui est que dans les deux théories qui existent sur la physique, donc une qui décrit le monde macroscopique, on va dire que c'est la relativité générale d'Einstein, qui explique une des forces qui existe dans le monde, qui est la gravitation. Et ensuite,
tu as celle qui décrit les 3 autres interactions fondamentales, qui est la physique quantique avec comment dire, les interactions nucléaires, l'électromagnétisme. Le problème qu'il pose, c'est que le temps, dans ces 2 théories, ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que dans la relativité générale, il est souple et dynamique, c'est-à-dire que la gravitation, elle courbe l'espace-temps, et donc du coup, ce qui fait qu'en fait, le référentiel est toujours... comment le dire, il va vachement dépendre de l'endroit où tu es, c'est pour ça qu'il peut être dynamique. Et en fait, l'autre problème, c'est que la physique quantique, elle, le temps, il est plutôt plat et statique. Et c'est les particules qui agissent entre elles. Donc du coup, il va poser les questions. Est-ce que le temps il est plutôt continu, discret? Qu'est-ce que j'allais dire? Une autre question aussi, c'est que là, à l'heure actuelle, on essaye plus ou moins, par le biais de nouvelles théories, de décrire le temps. Et donc du coup, par exemple, tu as celle de la théorie des cordes, où là, c'est un peu plus complexe, parce que tu vois, dans la théorie, par exemple, de la relativité générale, c'est un espace à 4 dimensions, les 3, on va dire, pour le monde physique, la matière, et puis tu as une 4e qui est le temps. Et dans la théorie des cordes, tu en as plus. Un peu plus, donc c'est pour ça que c'est super abstrait de comprendre la chose. Je pense que je ferai un jour une vidéo là-dessus, sur un des livres qui explique très très bien la théorie des cordes, parce qu'elle est vachement intéressante. D'autres questions, c'est ça qui est intéressant dans l'ouvrage d'Étienne Klein, c'est qu'il se fait poser beaucoup de questions. Le temps passe-t-il de lui-même, ou est-ce qu'il a besoin d'une conscience pour s'écouler? Donc, est-ce qu'il a forcément besoin d'un observateur, un être humain par exemple, ou alors est-ce qu'il coule de lui-même? Donc, ça pose d'ailleurs la question sur l'origine de l'univers. L'instant zéro, tu vois, par exemple, il n'y avait pas de conscience, tu vois, à ce moment-là, pour constater l'instant zéro. Et pourtant, on voit que par la recherche, par les équations, par la datation au carbone 14, on voit qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus vieilles que l'être humain, donc de la conscience. Et donc du coup, ça pose vraiment la question de... Enfin, ça invalide le fait qu'il y a besoin d'une conscience pour pouvoir faire que le temps, il s'écoule. Pareil, on pose la question, est-ce que le temps, est-ce qu'il est relatif? Est-ce qu'il a besoin d'un référent? Une conscience, encore une fois. Pour reparler de la conscience, et une petite phrase qui était sympa, c'est que le présent, il laisse toujours une trace dans la conscience. C'est-à-dire que quand tu vois que tu as un événement qui arrive, lui, l'être humain, il va la garder dans la conscience, il va la garder dans sa mémoire. Donc, si je fais tomber un objet, je vais le garder dans ma mémoire que j'ai fait tomber un objet. Donc, le temps s'écoule, c'est une succession d'instants présents, on va dire, mais toi, dans ta manière d'appréhender le monde, tu vas retenir toute cette succession d'instants présents qu'il y a eu, et tu vas la garder. Donc, tu as toujours plus ou moins une trace du passé dans ta tête, tout le temps. Alors que dans le temps physique, justement, on ne s'occupe pas du passé, on ne s'occupe que entre guillemets, du présent, en gros. C'est ça qui est assez intéressant. Donc la conscience organise la suite des événements ainsi que leur corrélation. C'est toi qui vas dire qu'il va se passer telle ou telle chose. Tiens, c'est moi qui constate que le bateau coule dans cette direction et qui organise toute cette chaîne. On peut dire que le temps est relatif. Il y a un avant, pendant, après, indépendant et invariable. Donc là, il donne un exemple, c'est que Newton est né avant Einstein. Donc ça, tu pourras jamais le retirer et ça ne changera jamais. Ça s'est passé comme ça. Et ensuite, le temps peut être un attribut, c'est-à-dire qu'il va changer au fur et à mesure. Donc si on reprend encore une fois que, on va reprendre plutôt, tiens, Einstein est né, et bien avant qu'il soit né, on va dire que Einstein va naître, ensuite il est né, puis après, enfin il naît plutôt, et puis après il est né. Donc on peut le voir d'une autre manière. Donc là, dans cette partie, la première partie du livre, le but c'est essayer de définir plus ou moins le temps, c'est essayer de comprendre, c'est quel attribut on peut lui donner, comment on en parle en fait, parce que c'est un peu bizarre, quoi, tu vois, comment on en parle. Dans la deuxième partie, ensuite, il va aborder beaucoup la chose sur le cours du temps et la flèche du temps. Donc le cours du temps, c'est ce qui va être l'organisation de la suite des événements, donc la causalité. La cause à effet, hein, donc ça, je ne l'ai pas détaillé, mais la causalité, j'en parle comme ça. Et la flèche du temps, qui est la manifestation de ces événements et qui les rend irréversibles. Je prends une pomme, je la mange, c'est réversible. Je ne peux pas, enfin, on ne peut pas inverser la chose, tu vois. Je ne peux pas cracher une pomme qui n'existe pas, tu vois. C'est pour ça que les équations de la mécanique est un peu étrange, c'est-à-dire que ces procédés qui sont irréversibles, eh ben, ils sont réversibles pourtant dans les équations de la mécanique. C'est étrange. Alors ensuite, il y a une petite partie sur de la philosophie,
où là, en fait, il va faire jouer deux philosophes antiques. Donc, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est des présocratiques, Héraclite et Parménide, où, pour Héraclite, tout est cyclique et dynamique, c'est-à-dire que ce qui est un jour ne le sera pas demain, et donc tout est devenir, et l'identité n'est que l'illusion d'un moment. Donc vraiment, tout est en mouvement, tout le temps, il n'y a rien qui reste, et pour lui, ce qui va vraiment rester, ça va être plus ou moins les idées, la logique, la vérité. Tout ça, ça reste par contre. Pour Parménide, lui, c'est plutôt l'être qui persiste, il reste avec le temps. Le vieillissement n'est qu'une manifestation du temps, par contre, lui, l'être, il reste. Personnellement, je trouve que les deux se vaut. J'ai du mal à essayer de trancher un petit peu sur la question, effectivement, même si je suis qu'une version autre que moi il y a 1 heure, par exemple, pour moi, je reste un peu la même personne. Enfin, je ne vois pas qu'il y ait une différence, ma conscience reste la même, enfin, voilà. Et pourtant, c'est vrai que du point de vue d'Héraclite, bah, même cette petite heure de différence qu'il peut y avoir entre mes deux versions d'être, bah, ça peut peut-être modifier quand même un petit peu. Donc bon, tu vois, les deux se volent un peu. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc il y a une petite note sur Heisenberg, qui dit que c'est l'énergie qui est la cause du changement. Pourquoi pas? La vérité, elle ne peut pas changer, le logos permet donc l'unité du temps. Il est hors du temps, donc du changement, c'est vrai. Tout ce qui est une vérité, tout ce qui existe, reste. Il n'y a rien qui change. Tout ce qui change, change en vertu de lois qui ne changent pas. Et il y avait une petite analogie qui était très... Enfin, une petite citation qui est mal, c'est « Le temps est l'image mobile d'une éternité immobile ». Moi, je trouvais ça nickel. C'est-à-dire que tout ce qui se manifeste dans l'univers, en fait, toutes les lois physiques sont figées, il n'y a rien qui change, et pourtant, ça se passe à l'intérieur de ces lois physiques-là. D'accord? L'univers, lui, ne change pas, quoi. Donc je continue. Tu me diras si tu aimes bien ce format-là, parce que c'est vrai que là, j'ai fait énormément de notes. Des fois, je les lis, des fois, je les lis pas. Donc tu me diras si tu aimes bien la chose. Parce que là, en fait, je décris vachement le bouquin. Toutes les notes en fait, que j'ai prises au fur et à mesure. J'essaie de l'expliquer, je lis pas tout non plus, parce que je m'ai écrit partout. Mais tu me diras ce que tu en penses. Le temps existe, il existe des temps propres aussi pour chaque système. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que le temps est plus ou moins un référentiel, donc tu as le temps psychologique. Notre façon de vivre le temps est très différente en fonction de ce qu'on va faire. Je sais pas, moi je suis à une file d'attente, attendre 5 minutes ça me gonfle. Et pourtant 5 minutes de pur plaisir, bah tu vois, ça passe super vite, tu vois. Donc deux manières de faire qui est très différentes. Le temps géologique, je sais pas moi, le temps climatique, tu as plein mal de temps très très différents. On peut aussi mesurer le temps par rapport à son entropie, donc là il y aura une grosse partie sur l'entropie. Qu'est-ce que c'est exactement? Pour faire très très simple, on dit que l'entropie c'est ce qui fait qu'au fur et à mesure qu'elle augmente, le désordre augmente et va tendre vers un système parfaitement désordonné. Par exemple, donc Étienne Klein il donne cet exemple-là, tu prends, je sais pas moi, un verre de café, tu prends un verre de lait, et tu as un bol, tu verses les deux à l'intérieur, donc les deux systèmes ont leur propre entropie, et le fait de mettre les deux en même temps, le fait qu'ils vont se mélanger à l'intérieur, va faire que l'entropie va augmenter et va plus ou moins être maximale à un moment, du fait que dans le fait de mélanger, le système va être parfaitement mélangé. Le café et le lait vont être complètement mélangés et tu ne pourras pas avoir un meilleur mélange que ce que tu as. Donc c'est pour ça que là on dit que plus ou moins le système est fermé parce que l'entropie est maximale. Je vulgarise vraiment beaucoup, hein, mais c'est pour expliquer. Donc il va donner énormément d'analogies là-dessus sur l'entropie parce que ce n'était pas forcément quelque chose de facile à comprendre, surtout cette notion de désordre. C'est un peu complexe. Derrière, à la fin, il donne une superbe analogie d'ailleurs de l'entropie, on la verra après. Il y a une petite phrase que j'ai bien aimée. L'espace est le lieu de notre liberté et le temps celui de notre emprisonnement. On ne peut pas revenir en arrière dans notre temps propre alors qu'on peut très facilement naviguer en fonction de l'espace où on est. Je trouve ça pas mal. Donc le passé est déterminé, le futur est indéterminé, ça coule de source. Le cours du temps donne la direction. Donc là, il parle beaucoup du cours du temps, justement, cette partie-là, partie 11. Le principe de collectivité... Après, oui, il parle un peu de l'invariance CPT, qui n'est pas forcément facile à comprendre. Il donne une autre petite analogie pour essayer de bien distinguer ce qu'est le cours du temps et la flèche du temps. Il faut bien comprendre les choses. Tu vois, tu prends un exemple, donc là, il donne cet exemple-là, un homme qui se photographie tous les jours,
Le volume de photos qu'il va prendre au fur et à mesure, ça va représenter le cours du temps. Donc c'est-à-dire c'est ce qui s'est passé, plus ou moins la durée de ce qu'il y a eu. Et ensuite, l'évolution de l'homme, c'est que tu vas voir au fur et à mesure des photos, c'est qu'il va vieillir. Donc c'est la manifestation de l'évolution de l'homme. Et donc du coup, ça va représenter la flèche du temps, donc le devenir. Et ce qui fait aussi que le principe est irréversible. On ne peut pas, redevenir enfant. Ça va que dans une direction. Donc la flèche du temps indique la direction où ça va. On vieillit, on meurt. Donc il parle aussi d'un mouvement brownien, un moment, qui est qu'on ne peut pas forcément trouver toujours la flèche du temps par rapport à un phénomène. Donc là, il dit qu'un mouvement brownien, c'est impossible de trouver la flèche du temps. Donc là, tu verras, c'est un peu un mouvement chaotique. Tu verras, c'est vrai que c'est pas, tu peux pas savoir dans quel sens ça va. Est-ce qu'ils l'ont mis en sens inverse ou ils l'ont mis en sens avant. C'est comme tu prends 2 boules de billard, tu vas les faire claquer entre elles. Si je te montre la vidéo dans un sens ou dans l'autre, en fonction du moment où je vais te le mettre, tu vas pas savoir dans quel sens est la flèche du temps. Dans les équations de la physique, surtout de la mécanique, il n'y a pas de flèche du temps. Donc le cours du temps est absolu, c'est-à-dire qu'il est le même à tout instant et qui rend les lois physiques invariables. La conséquence de l'invariabilité des lois physiques, c'est la première loi de la thermodynamique, ça va être la loi de conservation de l'énergie. C'est-à-dire que dans l'origine de l'univers, quand ça a explosé, entre guillemets, le Big Bang ou je sais pas quoi, tout était comprimé en un seul endroit qui était un point immensément chaud, infiniment chaud, enfin je sais pas, qui était tout comprimé en un, et en fait tout l'univers était comprimé tout petit là. Donc c'est-à-dire c'est toujours la même énergie, tout le même nombre de particules dans tout l'univers entier. C'est pour ça qu'on dit que l'univers il va tendre vers une entropie maximale, c'est-à-dire qu'il va y avoir un degré de désordre énorme à un moment. Parce que ça a toujours le même nombre de particules, hein, ça n'a jamais changé. Et donc du coup, ça c'est une des premières lois de la thermodynamique, qui est la conservation de l'énergie. Quand tu as un procédé d'échange thermique, par exemple, l'énergie, ça reste toujours la même. C'est-à-dire qu'une voiture qui est en train de rouler sur la route, tu brûles du gasoil, ou de l'essence, peu importe, et bien en fait, il n'y a pas de perte d'énergie. Ce que tu vas faire, le moteur à explosion, enfin ce que tu veux, ça va chauffer la route, ça va chauffer l'atmosphère, donc il y a bien un échange d'énergie. En gros, tu as une énergie cinétique qui se met aussi en marche, la voiture qui va super vite et qui peut s'arrêter à un moment, clac, derrière, en faisant une onde de choc. Enfin, tu as toujours de l'énergie en fait, mais l'énergie c'est toujours la même. D'accord? Donc ça c'est un des premiers trucs, la loi de conservation de l'énergie, limite il faut toujours que tu te le gardes en tête. D'ailleurs, pour bien comprendre la loi de conservation de l'énergie, et il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre ce truc-là et ça me fait trop rire, c'est quand tu dis aux gens comment on fait pour maigrir. Principe de la conservation de l'énergie, c'est que si tu manges trop, bah, tu gardes toujours ton énergie, ça ne change rien. Donc, il y a un moment, il va falloir que tu dépenses beaucoup plus si tu veux que tu perdes en énergie, donc en masse. Ça me semble tout à fait logique. Donc, si tu manges trop, bah, tu grossis. Si tu manges pas assez, tu maigris. C'est tout à fait normal. Ce qui est un truc fou, d'ailleurs, et ça, si tu n'es pas au courant, c'est que une des belles manifestations de cette loi de conservation de l'énergie, ou même, on va dire, dans l'univers en tant que tel, c'est que l'univers a une mémoire. C'est-à-dire que, par exemple, le boson de Higgs qui a été découvert, donc c'est le LHC au CERN, en Suisse, et ben dans ce collisionneur de particules, on est capable, en faisant, je sais plus si c'est des électrons ou des protons que tu fais claquer entre eux, en gros, tu les fais se taper entre eux, et ben tu essaies de recréer en un point les conditions du Big Bang, en gros. C'est-à-dire que l'énergie est tellement forte, c'est-à-dire que tu l'accélères tellement fort, l'énergie cinétique est tellement forte, ça s'arrête d'un coup. Donc du coup, tu as un dégagement d'énergie et tu vas créer des particules à ce moment-là. Parce que on est capable de créer de la matière, hein. C'est-à-dire que s'il y a des particules dormantes, alors je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, ce champ, le vide quantique, mais je ne sais plus comment ça s'appelle, où derrière tu vas forcer une particule qui est endormie, en gros, à se manifester et donc du coup à se matérialiser. Et ça, je trouve ça absolument dingue. Et tout ça, pareil, c'est dans la loi de conservation de l'énergie. C'est-à-dire que tu vas transformer une énergie cinétique en matière. D'accord? Loi de conservation de l'énergie, ça existe toujours. Et donc là, Étienne Klein pose une question. Est-ce que les lois physiques peuvent évoluer au cours du temps comme les espèces, selon Darwin? Et quid de l'origine de ces lois? C'est une très bonne question. Et donc là, après, partie 3, et je trouve que ça a été vraiment la plus intéressante, c'est discussion autour de la thermodynamique et de la mécanique, où là justement on réaborde le fait que les équations de la mécanique ne dépendent pas du cours du temps et sont réversibles, c'est-à-dire peu importe dans le sens où on les met, ça ne dérange pas, peu importe même, comment dire, enfin c'est pas réversible.
Enfin, c'est réversible, pardon. Et donc du coup, pour tenter de répondre à cette question, le paradoxe qu'il y a du fait que dans les phénomènes qui arrivent, il y a une irréversibilité. Et donc du coup, pour répondre à la question, ça doit être Boltzmann, si je ne dis pas de bêtises, qui utilise les probabilités ou les statistiques dans la thermodynamique. Et c'est là que c'est un peu complexe à comprendre la chose, mais bon, c'est pas grave. Donc la thermodynamique dit que la chaleur est attirée par le froid, et c'est la différence de température qui induit un travail, un mouvement de l'énergie. Donc, faut toujours se dire que, tu vois, par exemple, tu prends un climatiseur dans une bagnole, on ne crée pas du froid. C'est pas vrai, c'est juste qu'on fait déplacer de la chaleur. La chaleur va toujours vers le froid, tout le temps. Donc du coup, si tu crées du froid, entre guillemets, en fait, tu as un dégagement de chaleur qui doit se produire quelque part. C'est obligatoire. Donc du coup, après, la chaleur va vers le froid et tu as l'impression qu'il y a du froid. Je ne sais pas si j'ai été clair là-dessus, mais c'est pas grave. Toc, je vais essayer d'avancer un petit peu parce que ça fait déjà 21 minutes que je parle de ce livre-là. Donc il y a un débat sur les énergistes, les atomistes, hein, donc ceux qui pensent qu'il n'y a pas de matière, il n'y a que de l'énergie, et ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'atome, et ceux qui pensent qu'il y a un atome. Donc il parle de Ostwald, de Boltzmann. Pour décrire les phénomènes microscopiques, atomes et molécules, on doit utiliser les mathématiques, parce que c'est tellement abstrait que du coup, on ne peut pas voir ce qui se passe au monde microscopique. Si tu me demandes de voir un atome, c'est impossible à voir. Donc du coup, on a recours aux mathématiques. C'est pour ça que c'est un exercice de pensée qui est assez complexe à avoir. D'ailleurs, il y a un petit débat qui existe là-dessus, et qu'il en parle justement à ce moment-là, où il oppose la science expérimentale et la science théorique. C'est-à-dire que, est-ce qu'il faut avoir une bonne théorie, puis après derrière la démontrer au niveau expérimental, ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce qu'il faut se baser sur le réel, donc par une expérience, pour développer une théorie? Est-ce que si je vois... Enfin, et c'est là que tu vois d'ailleurs la différence de la chose. Galilée, lui, quand il a trouvé la chute des cœurs, quand il a essayé de la théoriser, il a fait un exercice de pensée. C'est pas les chutes des corps sur la tour de Pise, ça c'est une connerie, je crois, de mémoire. C'est en fait, il avait trouvé... pour dire qu'un corps plus lourd ne tombe pas forcément plus vite qu'un corps moins lourd, eh ben, il a pris deux boules, une boule lourde et une boule légère, il les a attachées entre eux avec une ficelle, ce qui fait qu'entre eux, bah, c'est plus lourd, hein. Normalement le système global est beaucoup plus lourd, pourtant quand tu les lâches, la petite boule va freiner la boule la plus lourde. Donc là tu te dis, bah, attends, il y a un truc qui ne va pas. Donc non, quelque chose de plus lourd ne va pas plus lourd qu'un objet plus léger. Donc là du coup tu fais un exercice de pensée qui va te permettre de coller une théorie. Parce que expérimentalement, tu voyais que bah non, un corps plus lourd va plus vite qu'un corps plus léger. Et donc du coup, grâce à un exercice de pensée, on peut réussir à montrer qu'expérimentalement, ça ne marche pas comme ça. Donc du coup, il explique bien la chose, c'est pas mal. Donc, tu vois, Boltzmann décrit que les lois de mécanique décrivent très mal les mouvements de chaleur, ça c'est vrai. Et donc du coup, il se dit que la chaleur doit être une manifestation du mouvement des particules dans quelque chose. Et c'est ça en fait, la chaleur en fait c'est juste que quand tu atteins le zéro absolu, donc c'est-à-dire 0 Kelvin, non c'est pas 0 Kelvin, je suis con, ça doit être moins 273,15, je crois que c'est la température minimale. Quand tu atteins la température minimale, en fait tu n'as plus d'agitation de particules, ça ne bouge plus. Et plus tu augmentes ta température, en fait plus tu as un mouvement entre les particules, et c'est ça qui crée de la chaleur. Lui, Boltzmann, il se dit que ça doit être ça, quoi, en gros. Ce qui n'est pas forcément évident à comprendre au début, hein, parce que tu ne vois pas le monde quantique, tu ne le vois pas, les petites particules. L'entropie de l'univers est toujours supérieure ou égale à zéro, c'est-à-dire que ça a toujours tendance à augmenter, comme on l'a vu, on va tendre vers un désordre. La validité de la deuxième loi de la thermodynamique vient du fait de l'énormité du nombre de particules dans la matière, ce qui fait que statistiquement, c'est toujours vrai. Donc forcément, plus tu en as, plus tu as énormément de matière, plus tu vas forcément tendre vers un désordre au fur et à mesure. Et ça valide très très bien cette loi-là. D'ailleurs, il y a un petit fait qui était très marrant, d'ailleurs, qui est écrit dans le bouquin. Tu as un mec qui s'appelle Lott Schmidt, si je dis pas de bêtises, qui dans les années 1870-80, il s'est dit, l'entropie c'est vachement chaud, parce que, c'est difficile à concevoir, parce qu'en fait, du coup, si on tend forcément vers un système fermé, parfaitement mélangé, et que l'entropie ne fait qu'augmenter au cours du temps, l'univers va forcément courir à sa perte. C'est obligatoire. Et donc, du coup, il a essayé au maximum de démontrer que l'entropie n'existait pas, mais bon, il n'a pas
il n'a pas réussi malheureusement. Donc il parle que la vitesse peut être négative, mais ça on s'en fiche, peu importe. L'énergétisme. Ah oui, d'ailleurs il y avait la nouvelle analogie pour essayer d'expliquer justement cette entropie. Et ça je trouvais que c'était vraiment la plus simple à comprendre. Tu prends un bac et tu mets derrière une rangée de boules blanches, une rangée de boules noires. Essaye de t'imaginer Motus. Et bien quand tu les mélanges, plus tu vas mélanger, plus le système va tendre vers un système parfaitement mélangé. Les boules noires et les boules blanches vont tendre vers un système parfaitement mélangé. Et tu vois bien que ce procédé, tu ne peux pas le faire au niveau inverse. Quand tu as commencé à mélanger, c'est fini. Tu ne pourras plus revenir avec une rangée parfaitement de boules blanches, une rangée parfaitement de boules noires. Statistiquement, c'est pas possible. Plus tu augmentes, enfin, si tu as juste 2 boules blanches, 2 boules noires, tu as peut-être plus de chances quand même à réussir à ça. Mais quand on a une infinité, quand on a mais tellement, c'est impossible de revenir en arrière, c'est pas possible. Et c'est pour ça que la seconde loi, ce que je disais un peu avant, la thermodynamique, démontre très bien cette chose-là. C'est que plus tu as une infinité de particules, plus c'est impossible derrière de revenir à un système initial. C'est pas possible. Donc l'entropie tend vers un désordre vraiment maximal. Et puis derrière, comment dire, Étienne Klein revient beaucoup sur cette chose-là. Démontrée par le réel, comment dire, non, par l'expérience, ou démontrée par l'abstraction, donc la théorie. Voilà. Et il parle beaucoup de ça, puis après derrière, il y a le dernier chapitre, c'est sur les prémices de la physique quantique avec Max Planck, qui repart sur la thermodynamique pour essayer de faire des théories et tout. On parle très peu de physique quantique quand même dans ce bouquin-là, mais c'est pas grave. Donc voilà, pour essayer de te résumer un peu tout le bouquin. C'est peut-être un peu confus, tu me diras, hein, si tu apprécies bien ce genre de choses, parce que j'ai essayé d'expliquer un petit peu en même temps. Donc voilà, moi j'ai beaucoup apprécié. C'est un livre qui demande peut-être un peu de temps quand même pour bien comprendre. Il faut faire un petit peu de recherche pour essayer de comprendre un petit peu tout ce système-là, parce que c'est peut-être pas forcément très abordable au début. Mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié. Honnêtement, sur la thermodynamique, c'est vraiment hyper intéressant. Sur l'entropie, c'est super intéressant. Ça te permet vraiment de bien comprendre tout ce qu'il peut avoir, je sais pas, j'ai beaucoup apprécié. Même si t'aimes pas forcément la physique, c'est intéressant. Bon, quand il rentre dans des débats physiques dedans, bon, faut aimer, hein. Donc du coup, quelqu'un qui n'est pas forcément passionné par, je sais pas moi, la science ou la physique en général, c'est assez complexe à lire ça, mais bon. Bon, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, Étienne Klein, le facteur temps ne sonne jamais deux fois. Je te remercie et je te dis à plus.